9h30 passées de quelques minutes, mes deux invités pour le débat, comme tous les matins sur Direct Gestion, 9h30, 10h. Ce matin, on accueille Jean-Paul Bedbez, le responsable du site bedbezconseil.com et un gérant, et oui, car il en faut, en face des anciens chefs économistes, c'est Daniel Tondu, gérant chez Gestion 21 qui nous accompagne. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors messieurs, vous avez écouté l'édito sur le pétrole. Le pétrole, effectivement, on ne va pas dire qu'il n'en finit plus de faire le yo parce qu'on a trouvé un point bas, c'était fin mars et depuis ça a beaucoup remonté. On a surtout eu vendredi 5 juin le statu quo, sans surprise, pour l'OPEP avec une production qui mondialement n'a jamais été aussi importante et qui en plus pourrait s'accroître, donc faire baisser, faire pression encore sur ces prix du pétrole. Les enjeux, Jean-Paul Bedbez, de ce pétrole. Écoutez, il y a de l'économie, de la politique. Si on fait que de l'économie, il va y avoir de plus en plus d'offres qui vont se mettre en place. A priori, l'Iran va signer. Tout le monde se dit qu'ils vont signer. Et a priori, donc, il va y avoir plus de production. Et donc, a priori, les prix devraient baisser. Simplement, il y a la politique, la géopolitique. Quand on se dit, tiens, il y a des tensions avec Daesh et autres, à ce moment-là, les prix. Mais si vous regardez ce qui s'est passé vendredi matin, l'OPEP signe en disant, je vais maintenir la quantité. Dans le document qu'ils ont écrit, ils ont dit, je cite, parce que j'ai regardé le texte, ils ont dit, nous allons maintenir la production, sachant que les stocks sont plus importants qu'ils n'ont jamais été depuis plusieurs années, ce qui prouve que nous alimentons le marché. Réaction immédiate du marché, les prix se mettent à baisser. Quelque temps après, vous avez la remontée de l'emploi américain et les prix du pétrole se mettent à remonter. C'est ça l'histoire. On se dit, il y a d'un côté plus de pétrole, d'un côté il y a plus d'économie. Mon idée, c'est qu'il y a franchement plus de pétrole que d'économie. Alors justement, c'est évidemment une composante très importante, notamment, je le disais dans l'édito, sur l'inflation, puisque évidemment, on est à la recherche d'inflation, on est dans un monde sans inflation aujourd'hui, les banques centrales voudraient en favoriser, mais forcément, si on repère encore 10, 20, 30% sur le baril du pétrole, les chiffres d'inflation risquent d'être un peu pénalisés. Vous êtes d'accord avec ce constat, Daniel ? Oui, exactement. On est dans une forte incertitude sur le prix du pétrole. Moi, j'ajouterais aussi que depuis un mois, on a quand même eu des indications d'amélioration de l'efficacité opérationnelle des explorateurs de pétrole américains qui pèsent aussi, je crois, sur ce qui devrait peser. C'est-à-dire que certaines sociétés américaines sur le schiste nous racontent que les prix de revient, ils ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer les prix de revient. Donc voilà, je pense que l'offre, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a moitié moins de forage, le fameux fracking aux États-Unis, ça a baissé, mais en même temps, ce sont des puits finalement qui sont beaucoup plus flexibles. On peut arrêter la production rapidement. Ce qui est arrêté, c'est comme toujours, ce qui est arrêté, ce sont les marginaux, ce qui était plus cher. Et puis quand vous 80, ça y est, c'est arrêté. Mais à 40, vous allez chercher. Et puis si vous êtes plus efficace, vous allez rechercher. Mais nos amis d'Arabie Saoudite ne veulent pas que nos amis américains, il n'y a que des amis, se mettent à exporter du pétrole. Donc c'est une bataille de la production, de l'offre, du marché. Et en même temps, c'est une bataille géopolitique. Oui, et on ne peut que constater cette position saoudienne qui a maintenant presque un an, d'essayer de maintenir et de regagner des parts de marché. On ne voit pas tellement de tiraillement ou d'abandon de cette stratégie. Donc il laisse faire le marché. On sait qu'au démarrage, on rappelle l'OPEP, les puissants de l'OPEP, c'est bien sûr les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït. Ils font la moitié de ces 30 millions de pétrole jour. Et quand le marché était un petit peu surévalué, sous-évalué, ils adaptaient. Aujourd'hui, ils disent on laisse faire ces prix justement pour qu'il y ait c'est un jeu très dangereux, c'est-à-dire que toute la région, l'Arabie saoudite a besoin de ce pétrole pour fonctionner et équilibrer son budget qui est déséquilibré, considérablement déséquilibré. Et tout le monde se dit mais ils ont des réserves. Bon, combien de temps faut-il ? C'est un jeu
C'est un jeu de tension On va nerveuse. faire. Hein. Ensuite, par rapport à la région, l'Arabie Saoudite souffre, mais l'Algérie encore plus. Vous voyez bien qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus dépendants de ça. Et donc quand vous lisez les textes sur l'Algérie, on dit tiens, il faut sortir de la rente pétrolière, faire autre chose. Bien sûr, mais faire autre chose, c'est pas facile. Donc vous voyez bien que vous avez une géopolitique une économie politique très puissante, l'Arabie Saoudite, qui a des effets négatifs, à court terme en tout cas sur l'Arabie Saoudite, sur la région aussi. Donc il va falloir qu'on change et qu'on évolue. Mais nous, en tant qu'Européens et en général les Occidentaux, on a tout intérêt à avoir d'autres technologies et essayer d'être dépendants d'autres sources qui soient plus sûres. Ensuite, dernier élément, quand vous me dites je cherche l'inflation, bien écoutez, cherchez. Il se trouve qu'on a une rupture technologique majeure. Il se trouve que l'on est dans une autre économie. Cette autre économie, elle n'a aucune raison d'être aussi inflationniste que l'ancienne. Donc, c'est vrai que les prix monte pas, ok, simplement il y a une évolution des prix qui est une évolution salariale. Et aujourd'hui, on est dans une inflation salariale. Cette inflation salariale est extrêmement faible parce que le chômage est fort. Alors justement, le chômage est fort, surtout en Europe. Aux États-Unis, c'est en train de baisser. On a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis. 280 000 créations d'emplois en mai. C'est plus que ce qu'attendait le consensus. Bonne nouvelle pour les États-Unis et bien sûr peut-être un impact sur ce qui va se passer du côté de la Fed. Daniel Tondu, vous avez un commentaire? Pas spécialement, je dirais que... Est-ce que ça vous surprend? Parce qu'on a vu quand même un T1, c'est-à-dire un premier trimestre compliqué pour les États-Unis. On a l'impression que ça va mieux et que ça va même s'accélérer. Certains économistes prévoient entre 3 et 3,5% de croissance. Ça veut dire qu'on rattraperait un peu ce premier mauvais trimestre aux États-Unis. Oui, je dirais que nous gérant Action, ce qui nous intéresse indirectement, bien sûr la macro nous intéresse. Le sujet taux d'intérêt est vraiment central aujourd'hui. Et le sujet taux d'intérêt, c'est celui qui nous préoccupe le plus, de savoir, dans ce contexte de croissance incertaine, dans ce contexte d'inflation beaucoup plus basse, quel est le niveau normatif des taux d'intérêt. Et la question depuis un mois, c'est vraiment celle-là, de se dire est-ce que la classe obligataire est un actif sans risque avec la hausse des taux que l'on a eu? Réponse non. Réponse non. Est-ce que les actions sont un actif risqué? Peut-être la même réponse, j'en ne sais rien, en tout cas par rapport aux obligations. Mais le vrai sujet qui nous préoccupe, c'est la réflexion par rapport au niveau des taux d'intérêt normatifs, par rapport à une économie donnée qui a le contexte que l'on a aujourd'hui, un petit peu compliqué, un petit peu incertain, évidemment. Mais justement, quand on voit l'économie américaine qui repart, donc le taux de chômage, c'est stable à 5,5%, le salaire moyen commence à repartir un peu, en tout cas c'est la plus forte progression depuis 2009, cette économie va mieux, ça rend quasi... justement, si on parle des taux, quel est l'intérêt aujourd'hui de garder des taux à zéro? Est-ce qu'on n'est pas dans une anormalité du côté de la Fed? Sur les taux américains, probablement, je dirais. La logique économique voudrait qu'effectivement les taux soient peut-être supérieurs. Mais ça, c'est une question de semestre pour que l'on enclenche un processus. Donc l'incertitude me semble assez faible. Sur le sujet, c'est simplement à quel moment les taux vont peut-être remonter un petit peu, etc. Simplement, si je puis... Simplement, imaginez que ce soit septembre. Les marchés vont dire, est-ce que c'est septembre? Mais surtout, qu'est-ce que vous allez faire après? Et donc, le message de Madame Yellen, elle dit, je suis data dependent, c'est-à-dire, arrêtez, on verra après. Mais il va falloir qu'elle soit plus précise et qu'elle dise, ce sera par exemple toutes les 2 fois, 25 centimes toutes les 2 fois. Vous voyez, sur les marchés vont demander une nouvelle pente des taux et des taux courts. Et à ce moment-là, ils réajusteront leurs taux longs, mais les taux longs, ils vont monter. On est un petit peu dans une partie d'échec où on a les 2 premiers coups, on a les 2 prochains coups, la hausse des taux, le moment, quel est le troisième? Et c'est cette question-là c'est-à-dire le timing, est-ce que ça va être graduel comme la Fed nous avait habitués, c'est-à-dire 0,25 à chaque comité, ou est-ce qu'on va avoir du 0,25 puis plus rien en fonction des données? C'est ça aujourd'hui en fait le plus important. Avant, je ne prenais pas ça mal, mais avant c'était facile. Vous aviez le prix du pétrole qui augmentait, l'inflation qui allait monter et les taux d'intérêt qui allaient monter. D'accord. Maintenant, vous ne savez pas si votre prix du pétrole va monter ou baisser. Bon, vous ne voyez pas monter beaucoup d'inflation, en particulier pas beaucoup d'inflation salariale, moins qu'avant. Et donc vous allez monter
évidemment l'économie réelle, mais pas trop pour pas l'asphyxier. Et on est bien dans une situation, en quelque sorte, de remontée beaucoup plus lente des taux. Et dans le texte, dans sa dernière conférence, Madame Yellen a dit « Je vais normaliser mes taux, mais ça prendra plusieurs années ». Or, les marchés financiers se disent, allez, il y en a pour 2 ans. Non, non, il peut y en avoir pour 4 ans. Et donc, tout le problème va être de dire, nous sommes dans une autre situation économique. La normalisation sera une normalisation qui tiendra compte de cette situation économique. Et du côté justement, pendant ce temps de l'Europe, hein, on a aussi, le bazooka a été sorti, il produit ses effets, mais il est remis en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, bah, tiens, ça remonte, l'inflation remonte un petit peu en Allemagne, du coup, il pourrait s'arrêter plus tôt. Draghi a été très clair, non, on va aller jusqu'au bout du programme. Là aussi, hein, les marchés anticipent, on dirait qu'on est déjà, non pas en juin 2015, mais en juin 2016, avec un QE qui va s'arrêter dans 2-3 mois. Exactement, une hyper-fébrilité des marchés au court terme. Je rejoins volontiers cette idée que notre croissance elle sera faible pendant longtemps, l'inflation elle risque d'être faible pendant longtemps. Bon, où seront les taux d'intérêt? Est-ce que le longtemps, il s'applique aussi aux taux d'intérêt? J'ai tendance à penser que oui. Donc de fait, les marchés depuis un mois, en particulier sur les taux d'intérêt, ont une surréaction, peut-être justifiée aussi parce qu'on avait eu des taux qui étaient très très bas, mais dans le fond, des taux longs très bas en Europe, pendant un certain temps, ne me semble pas être une aberration, bien au contraire. Oui, en tout cas, on simplement le boulot de notre collègue, ça va être de choisir les boîtes. Parce qu'en réalité, derrière ça, ce sont les entreprises qui feront la différence. Les taux d'intérêt joueront en termes de valorisation des cash flows, mais les boîtes et la façon de choisir les boîtes, c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Comme on est dans une mutation, ce sont les boîtes qui sont en jeu. Et puis le débat général sur la valorisation des marchés actions. Ça, c'est un vrai sujet. Les marchés actions sont toujours valorisés avec deux éléments, hein, la situation des entreprises, leurs résultats, leurs perspectives, et de l'autre côté, quelle référence à un taux d'intérêt je retiens pour évaluer les marchés actions. Le cash flow actualisé. Voilà, l'actualisation. Quel taux d'actualisation? Et c'est toute la grande incertitude des grands bureaux d'analyse financière, à quel taux j'actualise mes flux d'actions. Et tous les commentaires existent sur ce sujet. Il se trouve que les évaluations aujourd'hui sont encore sur des niveaux de taux d'actualisation très élevés. On n'a pas tenu compte de ce qui s'est passé depuis 5 ans dans l'évaluation des actions. C'est-à-dire qu'on retient encore dans les modèles d'évaluation des taux d'actualisation qui sont de 6, 7, 8% de taux d'actualisation. Hein. Donc c'est considérable. Donc de fait, c'est beaucoup trop par rapport à une situation où on aurait des taux d'intérêt qui resteraient bas pendant longtemps. Hein. Et ce qui conduit d'ailleurs certains à considérer que les marchés actions sont trop évalués, trop chers aujourd'hui, parce qu'on a des références en disant j'ai un multiple de résultats qui est équivalent à celui que j'ai pu constater dans le passé et qui s'était traduit par des baisses importantes des marchés actions dans la foulée. Hein, et on a eu quelques références encore récentes dans des articles d'économistes bien brillants et respectables. Qui disent attention, donc ils tirent la sonnette d'alarme. Il y avait un papier de Pierre Sabatier dans les Échos la semaine dernière qui dit attention, on est sur des niveaux de 98, 99 ou 87, donc en une dévalorisation très élevée, ça sent le crack. Exactement. Alors j'ai les mêmes multiples de résultats que 87 ou 98. Ça s'était traduit à l'époque par des chutes de cours très importantes. Et donc, je suis à la veille de quelque chose qui ressemble à ça. Mais on a quand même oublié, je crois, qu'en 87, les taux d'intérêt étaient à 9% sur l'emprunt d'État français long. Et en 98, on était à entre 4 et 5%. Et en 2007, c'était quand même pas il y a si longtemps que ça, on était encore à 4,5%. Aujourd'hui, on n'est pas à ces niveaux de taux d'intérêt. Donc, je ne peux pas actualiser au même niveau mes modèles, mes actions, mon investissement en actions que je fais tous les jours. Donc de fait, je pense qu'on oublie ça en considérant que avec un multiple de PE ou un multiple fondamental des actions de 16 fois, 17 fois, 18 fois, qui correspond à ces années-là, on est à la veille d'une chute des marchés. Je ne le crois pas. D'accord, on va en reparler dans un instant, messieurs. Attendez un petit instant, on doit bien sûr faire passer une petite page de pub, mais on va se retrouver justement sur ce sujet des valorisations. À tout de suite.
Le débat, deuxième partie. Mes invités ce matin, Jean-Paul Bedbès de Bedbès Conseil et Daniel Tondu de Gestion 21. Messieurs, on évoquait le sujet de la valorisation des marchés. Certains économistes trouvent ça excessif. Daniel Tondu, vous n'êtes pas d'accord, on a compris pourquoi. Il faut revoir le logiciel de calcul en tout cas. Jean-Paul Bedbès, justement, est-ce que ces taux d'intérêt à zéro, c'est vrai que ça a tout changé et on a l'impression que tout n'a pas été remis à zéro. Quand vous dites certains économistes, ça m'énerve un peu. Parce qu'en réalité, il y a la macroéconomie et la microéconomie. Or, on est dans de la microéconomie. Ce sont des entreprises qui changent. Alors, vous pouvez toujours les actualiser avec des taux et vous poser des questions sur les taux. Mais si les boîtes changent, comment vous actualisez Blablacar? Comment vous actualisez Alibaba? Comment vous actualisez ces boîtes qui sont en train de se développer et de manger les autres? Qu'est-ce que vous faites avec celles-là? Elles ne sont pas normales, elles ne sont pas traditionnelles. Elles viennent de se développer, de naître. Certaines ont 5 ans, 10 ans, et elles sont de la nouvelle économie, au sens l'économie du nouveau siècle. Et donc, en tout cas, elles sont très très bien valorisées pour l'instant. Oui, tout ce qui est Uber, Airbnb, etc. bien sûr. Certains parlent de bulles. Attendez, mais vous pouvez toujours parler de bulle. Bulle, c'est une façon de dire je ne comprends pas. Hein, c'est un mot élégant. Bon, au lieu de dire je ne comprends pas, vous dites c'est une bulle. D'accord. Donc ça y est, intellectuellement, vous êtes sauvé. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que derrière, il y a des choses qui sont en train de changer très profondément. Et ce sont des boîtes qui sont évidemment, enfin, qui deviennent mondiales. Blablacar, c'est tout petit et mondial. Uber, c'est peut-être petit et mondial. Et ça devient mondial en quelques années. Et la caractéristique, c'est qu'une fois que vous êtes mondial, après, vous n'avez plus beaucoup de place pour les autres. On est en train de fabriquer des monopoles mondiaux. Et la valorisation des monopoles mondiaux, c'est plus compliqué. Avant, vous disiez j'ai une mine. Bon, ça y est, vous exploitiez votre mine, ça faisait 20, vous aviez, je sais pas quoi, 20 km, 30 km, 50 km. Après, vous étiez en acier. Mais maintenant, les choses vont beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, mondialement. Et c'est ça l'histoire. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui est extrêmement violent. C'est-à-dire que si vous gagnez être mondial, vous allez valoriser tout. Et alors, ok, c'est une bulle, mais parce que vous aurez tué les autres. Ah oui, c'est dans l'économie du numérique, Absolument. etc. Vous êtes un dangereux personnage. Des Google, des Facebook, des Snapchat, c'est effectivement... Ils tuent, ce sont des tueurs. C'est la prime au premier et à celui qui va manger tout le gâteau. On le sait. Tuer, pour autant, et là on se retrouve dans le débat un petit peu comme les années 2000, c'est pas quand même l'arbre qui cache la forêt. Il y a quand même des grosses boîtes, il y a de l'automobile, il y a de la banque, il y a des secteurs traditionnels. Attendez, traditionnel, faites attention, ça ne veut plus dire grand-chose. Quand vous avez une voiture connectée, qu'est-ce qui est important? Que ce soit une voiture ou qu'elle soit connectée? Connectée. Et donc de plus en plus, qu'est-ce que vous allez acheter? Une Google connectée à un truc qui a 4 roues. Et alors? Et donc tout le problème va être de savoir comment ça se passe. Vous allez acheter, maintenant ce qui m'intéresse, c'est que ce que vous achetez, ce que vous allez acheter. Donc vous êtes un acheteur connecté. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez connecté. À quoi allez-vous être connecté? Et j'aime bien savoir ce que vous allez acheter demain ou après-demain. Et la façon dont moi je saurai, ou pourrai savoir ce que vous allez acheter ou pas acheter, c'est ça qui fera la valorisation. Bookings.com et autres. Et donc on est dans un jeu terrible de la prévision, de la préscience et de la désintermédiation par rapport au système intérieur. Donc une automobile, c'est un ordinateur à roues. Oui, en tant que gérant, on peut ajouter un élément complémentaire, c'est qu'effectivement, il y a des nouvelles entreprises qui se développent très vite, mais il y en a c'est un partage du gâteau avec des anciennes entreprises qui vont mourir ou qui vont souffrir. Yes. Et les analystes, les gérants que nous sommes, on doit regarder, bien sûr, les pépites, les brillants, ceux qui innovent, et puis on doit aussi regarder les autres. Parce que les autres, certaines vont souffrir, certaines vont mourir de cette situation. Certains vont s'adapter. On peut prendre des exemples, les pages jaunes, ça ne s'appelle plus comme ça s'appelle Solocal, etc. Et ça a souffert de ça. Et le mouvement est violent, très rapide. Et en tant que gérant, on doit travailler sur ça. On ne le fait pas assez. On travaille souvent sur les innovations, sur les nouveaux, sur les bons business plans d'avenir, mais on oublie cela et je pense que c'est quelque chose que l'on doit faire peut-être davantage. Alors pour autant, effectivement, il y a des révolutions qui sont ratées. Le capitalisme, c'est une morgue. Le capitalisme, c'est à la fois une naissance et une morgue. Les deux à la fois. Et donc aujourd'hui, bravo, il y a les naissances, mais il y a aussi des morts d'hommes. Ouais, il faut qu'il y ait plus de naissances finalement. Il y a toujours plus de naissances que d'hommes, ça s'appelle la croissance même.
hein. Et donc, ça, on sait que c'est ça. Simplement, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, vous devez vous occuper effectivement des boîtes qui ne s'ajustent pas. Et dans le cas français, par exemple, le cas que l'on a en France, c'est l'ajustement des boîtes petites, moyennes et grandes. Alors justement, ces petites, moyennes et grandes, bon, les grandes, on reparle un petit peu du marché boursier, ça va plutôt bien, finalement tout a uniformément monté sur ce marché au cours du premier trimestre, les quadrimestres, hein, jusqu'à avril, et puis c'est vrai que ça s'est étendu assez tôt à ce qui se passait du côté des banques centrales. Vous, Daniel Tondu, vous dites il reste quand même une poche de croissance, ce sont les petites et moyennes entreprises à qui il reste du potentiel. Oui, alors potentiel, je dirais, en termes de valorisation. Aujourd'hui, on peut considérer que les valeurs moyennes sont plus attractives que les grandes capis en termes, encore une fois, de valorisation, simplement intrinsèque. Et on a eu une hausse importante des grandes capis, et que cette situation aujourd'hui amène à réfléchir en se disant dans les portefeuilles, euh, à l'idée de faire une place sur des moyennes capes ou des petites capes qui n'ont pas profité de cette hausse aussi importante. Et que qui les seront grandes peut-être capis. aussi immunisés justement par rapport à ces grands mouvements de taux. On sait qu'il y a beaucoup de gestion passive aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui vont acheter l'indice, des indices européens, donc qui achètent finalement toutes les sociétés du CAC ou de l'Eurostock ou du Stock 600. Du coup, si eux partent, et on sait qu'il y a des mouvements de flux assez importants, eh bien les mid-caps qui ne sont pas dans ces indices risquent de mieux résister. Et on voit une décorrélation aujourd'hui justement dans le Oui, marché. oui, oui, tout à fait. Très clairement, on peut faire son marché davantage qu'au début d'année. Et cette situation va plutôt être favorable aux stock pickers. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un contexte assez favorable aux gérants actifs et non pas aux gérants passifs. Justement, d'incertitude des marchés, un peu moins un peu plus de volatilité n'est pas défavorable à ce style de gestion. Bon, ça c'est plutôt positif. Note de bas de page, ce sont les gérants actifs qui font les gérants passifs. Hein. Parce que si vous n'aviez pas des gérants actifs qui disent ça va monter, ben là, les autres qui sont passifs, ils ne feraient rien. On n'achète pas la moyenne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fabrique des trucs et après quelqu'un qui fabrique la moyenne. Donc les passifs sont toujours en retrait. Et donc quand vous dites ils vont partir où? Quand vous dites tiens, les passifs vont partir, les gérants passifs vont partir, ils vont aller où? Non, c'est plutôt Donc, sur les flux. On voit que non, les flux non, ont été attendez, massivement orientés vers l'Europe. le passif, il est par construction suiviste. Toujours. Il ne peut pas être autre chose. Bon. Et il va suivre, d'une certaine manière, les actifs. Et donc, quelqu'un va dire un jour, tiens, regardez, il y a des trucs qui se passent, je ne sais pas moi, n'importe où, hein, en Russie, des trucs. Et donc, à ce moment-là, pouf, les systèmes bougeront. C'est l'actif qui fabrique et qui est suivi par le passif. Et pourtant, alors justement, quand on parle des moyennes et petites entreprises, c'est vrai que... Mais c'est pour ça qu'ils ont un rôle irremplaçable. Irremplaçable. Les stock pickers. Les stock pickers. Hein. Ah, bah, heureusement. Non, mais Après, autrement, le marché ne sait pas. Si lui ne dit pas, ça, si pardonnez-moi, vous ne dites pas ça va monter, etc., qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Moi, je suis passif, mais si je n'ai pas d'infos, donc c'est lui qui va me dire ça monte, etc., puis à ce moment-là, je préfère une moyenne. Mais c'est lui qui va me dire ça. Si je n'ai pas l'info native, c'est toujours le stock picker qui la fabrique. Le stock picker est un stock pionnier, en fait. Oui, et puis il y a une revanche actuellement, Pionnière. effectivement, sur des stock pickers, justement, sur ce marché. Quand tout monte de manière uniforme, c'est finalement c'est facile. Il suffit d'acheter l'indice, hein, ce qui s'est passé durant les 3 premiers mois. On était à 20% sur le CAC. Aujourd'hui, qu'on a quand même un 8e séance sur 11 dans le rouge sur le CAC. Ça, voilà, pour vous, est-ce que ce qui se passe en ce moment sur le marché, là on revient au marché très précisément, on bosse encore un petit peu ce matin, on est à 4910 points. Donc retour en dessous des 5000, est-ce que c'est inquiétant ou est-ce qu'au contraire on peut en profiter pour renforcer dans une optique de long terme? Très clairement, nous on considère qu'on est dans des niveaux assez attractifs. Hein. Les actions, avec simplement les rendements dividendes sont aujourd'hui vraiment très élevés. Ils ne vont pas baisser. Le contexte est favorable à la hausse des dividendes, au rachat d'actions. Il y a beaucoup d'argent. Il y a des opérations financières qui vont se multiplier. Donc l'investissement en actions, je ne vois pas comment y échapper avec le contexte de taux que l'on a, sachant qu'on a rajouté un élément supplémentaire, qu'on signalait tout à l'heure, à savoir que les obligations ont une volatilité supérieure aux actions.
Les obligations longues ont une volatilité supérieure aux actions. Et donc dans les portefeuilles, le risque de volatilité, je ne parle pas du risque en soi, hein, le risque de volatilité est plus fort sur les obligations que sur les actions. Donc il n'est pas complètement illogique d'avoir une poche action bien représentée dans un portefeuille diversifié. On parle beaucoup des obligations en ce moment ou des taux, hein, puisque effectivement ce qui s'est passé sur, par exemple, les emprunts d'État, on va prendre l'emprunt d'État allemand, on est revenu au niveau d'octobre 2014 très très rapidement. Et c'est vrai que peut-être les spectateurs ont un petit peu du mal à imaginer, c'est comme si on revenait en action sur les niveaux de octobre, c'est-à-dire 3800 points. Oui, mais assez violent. je dirais des obligations à 1% qui ont perdu 20% en un mois, quel est l'attrait, quelle est l'inquiétude? Alors vous pouvez avoir des actions avec des rendements de 5%. Je pense à une catégorie un peu méconnue et qui est la meilleure catégorie d'actions cotées, à savoir le secteur de l'immobilier coté. Aujourd'hui, vous avez 5% de rendement dividende sur des dividendes qui semblent très confortables sur les prochaines années. Comment se priver de ce type de rendement et comment aller sur des actions à 1% de rendement, des obligations à 1% de rendement et sur lesquelles vous avez un risque de volatilité, de perte en capital qui n'est pas négligeable. Il y a encore du réglementaire, en tout cas l'immobilier coté que vous connaissez bien, après gestion 21, immobilier 21. C'était une liste, quand le quantitative easing européen s'est mis en place, les taux d'intérêt devaient baisser. Tout le monde le savait et que c'était excessif et que c'était une folie. Grosso modo, quand moi, Draghi, j'achète pour 100 milliards, je vais acheter de la dette française et de la dette allemande. La dette allemande, il n'y en a pas. La dette allemande, elle est détenue par les banques qui ne veulent pas et ne peuvent pas la vendre pour des raisons réglementaires, par des assureurs qui ne veulent pas les vendre. Donc on savait que ça allait baisser. Et bien sûr, parce que la moitié du marché n'était pas vendeur. Et donc, il y a plus de nouvelles, pratiquement plus de dettes ou de déficit allemand. Et j'en achète, sachant que la moitié du marché n'est pas vendeur. Et donc, le taux d'intérêt se met à baisser considérablement. À un moment donné, on dit c'est trop. Et donc, à ce moment-là, on achète ce qu'on appelle des produits substituts. Hein, et puis ensuite, ça se met à remonter. Donc, c'était grosso modo Oui, mais maintenant, qu'est-ce qui va-t-il se passer? C'est ça la question. Ça va monter. Ça va monter. Ça risque de remonter, effectivement. Non, ça risque pas de monter. Ça va monter. Il faut toujours se mettre dans cette optique-là. Sur ce marché obligataire des emprunts d'État, on est un petit peu dans le contexte d'une société qui regorge de liquidités et qui rachète ses actions à tout va. Et donc qui n'a d'autre contrepartie que celle qui s'assèche progressivement sur le marché. Donc par définition, l'action monte à un niveau très élevé. Et alors, je n'oserais pas dire, l'économiste peut nous le dire, que la Banque centrale rachète ses propres obligations, les obligations d'État. On est bien dans une configuration où j'ai annoncé un programme de rachat. Comme les sociétés annoncent des programmes de rachat d'actions parce qu'elles regorgent de liquidités à ne plus savoir quoi en faire, pas pour les mêmes raisons, en l'occurrence, et qui se traduisent par effectivement un prix qui est le prix coté, qui est un prix forcément biaisé par un racheteur structurel, alors là pour le coup sur des quantités vraiment considérables. Et donc on est au bout, Daniel Tendu. Je suis désolé, en tout cas, on aura le temps, on aura l'occasion dans un prochain débat d'en rediscuter. Je vous remercie, deux invités, Jean-Paul Bedbez de Bedbez Conseil et Daniel Tendu de Gestion 21 avec deux fonds Action 21, Immobilier 21. Merci de nous avoir suivis. On rend l'antenne pour Direct Investisseur. C'est Lucie Morlot dans un instant. Bonne journée à tous.